point, on va proposer des recommandations pour rendre les supply chains plus agiles et résilientes face à des situations de choc extrême. Amine, est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai l'impression que je parle tout seul. Oui, oui, on vous entend, monsieur Mir. Super, merci. Donc voilà, en deuxième temps, on va avoir un échange avec le directeur de Jumia Service, c'est Mohsin. Donc on va échanger sur l'expérience de Jumia Service et comment elle a pu en fait s'acclimater avec ce contexte de crise. Voilà, et on sait que les supply chains sont fortement impactés par les crises précédentes et elle est impactée également d'une manière très sévère, profonde par le Covid-19. Donc, je passe directement à la présentation. Donc, je vais demander à Amine si il arrive à voir le premier slide affiché. Oui, oui, tout marche bien, tout marche bien. Merci, Amine. Alors, je vais dire quand même quelques mots sur SK, École de Management. Donc, c'est une business school qui est accréditée ICSB. Donc, c'est un label américain. Et uniquement 5% des business schools qui ont parvenu à avoir ce label-là. Également, SK, École de Management, c'est la première business school au Maroc et classée 3e en Afrique. Donc, notre école propose plusieurs typologies de formation. Il y a des programmes qu'on appelle le PGE, programme grande école. Donc, c'est un parcours de formation sur 5 ans. On a également un bachelor Bac plus 3 qui forme plus des middle managers pour des métiers qui sont plutôt opérationnels. Et en troisième lieu, on propose des masters, Master 1 et Master 2, en formation continue exécutive dans plusieurs champs, que ce soit le supply chain management, les achats, la finance, contrôle de gestion, innovation, etc. Alors, la supply chain face au Covid-19, entre vulnérabilité et résilience. Dans la première partie de cette présentation, on va essayer de situer ces supply chains dans leur contexte. Et notre contexte actuel, c'est un monde VUCA. C'est quoi un monde VUCA? Donc V, c'est volatile. U, c'est incertain, incertitude. C, complexe. Et A, ambigu. Alors, c'est quoi la volatilité? La volatilité, en fait, aujourd'hui, les entreprises, ils vont être rapidement perturbés par des événements qui sont imprévisibles. Et dès que ces événements interviennent, donc il va y avoir… Monsieur Amarber, excusez-moi. Oui. Monsieur Amarber, est-ce qu'il y a moyen en fait de le mettre en diaporama si c'est possible? D'accord, donc je vais agrandir le slide, c'est ça? Oui, l'icône en bas de votre fichier, la mettre en diapo. Super. Merci, Amine. Alors, je disais, la volatilité, en fait, ce sont des événements qui surviennent d'une manière subite et qui vont impacter le fonctionnement des supply chains. Donc, l'exemple qui illustre cette situation, c'est le Covid-19. Donc, il n'y a personne qui a été préparé au Covid-19. Il est émergé d'une manière qui est brutale. Et tout à coup, toutes les supply chains, que ce soit les supply chains domestiques au niveau du territoire marocain ou bien les supply chains internationales, ont été affectées. Pourquoi? Parce que dès que la contamination a frappé la Chine, donc voilà, toutes les supply chains internationales ont commencé à en pâtir et du coup, on découvre les perturbations qu'on regarde dans la presse professionnelle. L'incertitude, en fait, l'incertitude quand il y a des événements qui surviennent et d'un autre côté, un dirigeant d'entreprise, il a mis en place un plan d'action annuel. Donc, dès qu'un événement survient, tout ce plan d'action va être chamboulé.
Et du coup, le décideur va se retrouver dans l'embarras. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va adapter son plan d'action? Est-ce qu'il va prendre une décision sans aucun recul? Donc, finalement, nos dirigeants vont se retrouver dans une situation très difficile et il va être également difficile d'emprunter le bon chemin qui va nous permettre d'atteindre les objectifs. C'est voilà, je le réactive. Amine, il y a mon micro qui se désactive tout seul. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui le désactive ou bien c'est juste un problème technique. Ok, je vais voir. Sinon, ça marche maintenant. D'accord. Je me suis arrêté à quel niveau? Incertitude. L'incertitude. Merci. Donc, l'incertitude, je disais en fait que naturellement, les entreprises mettent en place des plans d'action annuels sur la base de l'historique. Donc, on va étudier l'historique, les objectifs qu'on a pu atteindre l'année dernière et par la suite, on va mettre en place un plan d'action proactif pour l'année prochaine. Mais vu qu'il y a des événements qui surviennent, donc à chaque fois où il y aura un élément perturbateur qui va intervenir. Donc, le plan d'action, il est plus mis à jour. Et du coup, les décideurs doivent prendre des décisions rapides. Ils vont se mettre dans une situation qui est très difficile parce qu'ils ils vont pas pouvoir en fait trouver le bon chemin qui va leur permettre d'atteindre les objectifs qu'ils ont fixés au départ. La complexité, moi, quand j'explique c'est quoi une supply chain à mes étudiants, donc je fais simple et je leur dis une supply chain, elle est composée d'un fournisseur, d'un industriel et d'un distributeur. Alors, dans le monde contemporain, une supply chain est beaucoup plus complexe que ça. En fait, une supply chain, ce sont des centaines d'acteurs, voire des milliers, qui sont disséminés dans les quatre coins du monde et qui échangent des flux. Et à chaque fois où un seul acteur, un nœud dans ce réseau logistique, si un nœud est affecté par un aléa, donc en fait tout le système qui va en pâtir les conséquences. Et du coup, chaque acteur dans le réseau, il va mettre en place des sécurités pour en fait essayer de minimiser au maximum les conséquences des aléas. Et finalement, l'ambiguïté, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, en fait, les informations ne sont pas fiables. Et les décideurs se retrouvent avec une pléthore de données et ils sont obligés de prendre une décision rapide malgré que l'image n'est pas claire. Donc, finalement, ils vont prendre des décisions dans le brouillard. Donc, c'est ça, en fait, le monde VUCA. Alors, pourquoi en fait on a évoqué ce monde de VUCA? Tout simplement parce qu'il affecte considérablement le supply chain management. Et pour comprendre comment le monde de VUCA affecte le supply chain management, il faut quand même définir le supply chain management. Alors, le supply chain management est composé de deux notions. La première notion, c'est la supply chain, et la deuxième notion, c'est management. Une supply chain, en fait, si on prend une supply chain linéaire qui n'est pas complexe, une supply chain simple, donc cette supply chain, elle est composée des fournisseurs, des fabricants, on va trouver des transporteurs, des prestataires de services logistiques, des distributeurs et également des pure players qui opèrent dans le secteur du commerce électronique. Alors, ces acteurs-là échangent en fait deux flux ou bien trois flux. Il y a deux flux qui sont très importants et un troisième flux. Ils échangent des flux physiques. Donc, les flux physiques, ça peut être de la matière première, ça peut être des composants, ça peut être des produits semi-finis, des produits finis. Et de l'autre côté, on a des flux d'informations. Donc, ce sont les plans prévisionnels. Donc, pour les supply chain managers qui sont avec nous, ils connaissent le MRP2. C'est le PIC, le plan industriel et commercial, le plan directeur de production, un plan d'approvisionnement,
des plans prévisionnels également pour mettre en place des stocks de sécurité, etc. Donc, en fait, ces acteurs échangent, un, des flux physiques, deux, des flux d'information, et trois, des flux financiers. Parce qu'à chaque fois où on va réaliser une opération logistique, disons la distribution de la matière première, donc le client, il sera amené de régler le fournisseur. Et par conséquent, il va faire un versement ou bien il va lui passer un chèque. Donc, on a trois types de flux, flux physique, flux d'information et flux financier. Ça, c'est une supply chain. Alors maintenant, c'est quoi le supply chain management? Le supply chain management, en fait, c'est le déploiement des pratiques, des technologies d'information comme l'intelligence artificielle, le big data, des bonnes pratiques comme la mutualisation logistique, l'externalisation, etc. Pourquoi? Pour respecter tout simplement la loi de Plossin. Et Plossin, il nous dit quoi? Il nous dit que pour avoir une supply chain performante, on doit, un, protéger les flux, donc on doit protéger les flux physiques et protéger les flux d'information, et deux, accélérer les flux. Donc, une fois on protège les flux et on accélère les flux, on va maximiser ce qu'on appelle le ROI, le retour sur investissement. On va maximiser le return on investment. Donc, protéger les flux, c'est quoi en fait protéger les flux? Protéger les flux, ça veut dire récolter une information pertinente du marché. Donc, maintenant, les entreprises déploient le big data. Pourquoi? Pour pouvoir récolter des informations pertinentes qui se rapprochent du monde réel. Donc, finalement, la protection des flux concerne la récolte des informations fiables dans le marché qui vont permettre aux industriels et aux distributeurs d'ajuster les ressources de fabrication et de distribution. Et par conséquent, ils vont répondre dans les bonnes conditions aux demandes de leurs clients. Et accélérer les flux, ça veut dire quoi? Accélérer les flux, en fait, on va fabriquer uniquement ce que le marché demande, sans constituer un stock. Et du coup, si on ne constitue pas un stock, si on reçoit rapidement une commande et on a un processus de fabrication et de distribution qui est efficace, on va avoir un lead time qui est très réduit et on va livrer rapidement le client sans stock. Et si on n'a pas du stock, naturellement, on va maximiser le ROI. Et pourquoi? Parce que tout simplement, on va réduire le besoin en fonds de roulement. Alors, donc la loi de Plossin nous dit qu'il faut à la fois protéger les flux et accélérer les flux pour améliorer la performance de la supply chain. Sauf que même avec le déploiement des meilleures pratiques qui existent aujourd'hui, ça peut être le big data, l'intelligence artificielle ou carrément l'industrie 4.0, je pourrais dire impossible de protéger les flux dans le monde actuel qui est VUCA. Toujours, il va y avoir des variabilités. Et en fait, la variabilité, c'est quoi? C'est le bullwhip effect qui a été énoncé par un auteur Forrester qui a publié un livre en 1969. Donc déjà en 1969, Forrester nous parle de l'effet coup de fouet et il nous dit, en fait, à chaque fois où on va avoir une petite variabilité de l'aval de la supply chain, donc cette variabilité, en fait, à travers ce qu'on appelle un effet d'amplitude, va engendrer une variabilité considérable en amont de la supply chain. Donc, d'une manière pragmatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si un industriel négocie un contrat avec un client pour, disons, 100 000 produits, et finalement, le client n'a honoré le contrat qu'à la hauteur de 80%. Donc, finalement, on n'a vendu que 80 000 et non pas 100 000 produits. Donc, l'écart, il est de 20 000 produits. Cet écart de 20 000 produits finis, il va générer des dizaines de milliers de stocks en matières premières, en composants et en sous-composants. Donc, c'est ça, en fait, l'effet bullwhip. Une petite variabilité de l'aval de la supply chain
va créer finalement une grande variabilité au fur et à mesure qu'on avance en amont de la supply chain. Donc, ce phénomène peut se produire également dans le cadre des flux physiques. Donc, supposons qu'on a une supply chain avec plusieurs acteurs, une seule machine qui tombe en panne, donc on ne va pas avoir le bon composant. Si on n'a pas le bon composant, on ne va pas pouvoir livrer des produits finis dans les temps et ça va générer un mécontentement de la part des clients. Donc, la variabilité, dans cet exemple, c'est une variabilité interne, une machine qui tombe en panne et finalement, on ne va pas pouvoir satisfaire les besoins de centaines de clients. Donc, on va avoir une forte variabilité en aval de la supply chain. Donc, la variabilité survient à la fois au niveau des flux d'information et au niveau des flux physiques. Et cette variabilité aujourd'hui, elle est fortement présente. Donc, en 1960, on était dans une économie de production, on faisait de la standardisation des produits, donc il n'y a pas de problème. Ford arrive à vendre toutes les voitures pourvu qu'elles soient noires, mais aujourd'hui, le client est tellement exigeant, il souhaite un produit qui est très personnalisé, et face à ce monde de VUCA, on va se retrouver avec des variabilités énormes qui vont perturber les supply chains dans un monde normal, dans un monde qui est VUCA, mais qui n'est pas affecté par une crise comme le Covid-19. Donc maintenant, imaginons qu'on a une supply chain qui ressemble à celle-là. Donc, on a plusieurs nœuds qui sont disséminés dans les 4 coins du monde et entre ces nœuds, on a plusieurs connexions. Et tout à coup, donc le monde va subir le Covid-19. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas subir des variabilités au sens de Forrester. Par contre, on va observer une paralysie des supply chains au niveau international. Pourquoi? Parce que tout simplement, la Chine, qui est l'usine du monde, la première qui a été affectée par le Covid-19. Donc, en 2003, la Chine, en fait, elle contribuait à la hauteur de 8% du commerce mondial en 2003, la période du SRAS. Et aujourd'hui, la Chine, c'est 30% des flux qui passent dans le monde entier. Donc, on est passé de 8% en 2003 à 30% à la date d'aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait naturel que si la Chine est affectée par une crise, toutes les supply chains du monde vont être paralysées. Oui. C'est Amr Mir. Juste pour dire en fait aux gens d'éteindre en fait le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, en fait, avec le Covid-19, on ne va pas assister à des aléas qui vont perturber les supply chains, mais plutôt on va observer un chaos au niveau du supply chain. Et ces nœuds-là, il leur faut du temps pour pouvoir en fait mettre en place les sécurités nécessaires afin de rétablir l'ordre. Donc, aujourd'hui, on a des supply chains qui sont très complexes et des supply chains internationales qui font intervenir des centaines, voire des milliers d'acteurs, et les flux passent par du transport maritime. Il va prendre 1 mois, 2 mois, et dans des secteurs d'activité comme l'automobile et l'aéronautique, on va en fait transporter les flux par voie aérienne, mais de toutes les manières, la crise va perturber d'une manière profonde les supply chains au niveau international. Alors, donc, avec l'avènement du Covid, on est tous d'accord que nos supply chains aujourd'hui sont vulnérables. La majorité des supply chains, donc, en fait, ont attesté qu'ils sont vulnérables. D'un autre côté, il y a une minorité de supply chains qu'on a vues et qui ont démontré de l'agilité et la résilience. Alors, tout d'abord, c'est quoi la vulnérabilité de la supply chain? Une supply chain vulnérable, ça veut dire que c'est une supply chain qui s'est exposée à un événement grave, à un choc
extrême qui n'est pas du tout prévisible. Et en fait, dès que ce choc intervient, cette supply chain devient incapable de répondre aux besoins du marché. Donc, c'est une situation d'incapacité pour honorer ses engagements vis-à-vis du marché. L'agilité de la supply chain, en fait, c'est quand un événement survient et une entreprise, elle est apte à rendre ses ressources flexibles. Il va les adapter pour faire de l'innovation, par exemple, et répondre à des besoins nouveaux. Tandis que la résilience, c'est en fait la résilience va intégrer l'approche risque. Donc la résilience, en fait, c'est la capacité d'une supply chain à anticiper rapidement les risques et par la suite mettre en place des plans d'action à court terme, moyen terme et long terme pour atténuer au maximum ces risques et relancer rapidement l'activité. Donc, le challenge qui se pose aujourd'hui, c'est comment, en fait, on va passer de la vulnérabilité à l'agilité et à la résilience. Donc, il faut maintenant rendre nos supply chains plus agiles et plus résilientes. Alors, pour y arriver, on vous propose en fait des plans d'action, deux types de plans d'action. Le premier plan d'action, c'est un plan d'action à court terme et le deuxième plan d'action, ça sera à moyen et long terme. Alors, la première des choses, il faut mettre en place ce qu'on appelle une cellule de crise. Et naturellement, seront sollicités dans cette cellule de crise le directeur commercial, donc c'est lui qui est connecté avec les tendances du marché, le directeur de fabrication qui doit en fait faire des adaptations au niveau de ses ressources, le directeur des achats, le directeur financier qui va nous donner une idée sur la situation de la trésorerie. Est-ce qu'on est dans une situation d'un BFR énorme ou bien on a de la liquidité qui va nous permettre d'investir pour s'adapter dans cette situation de crise. Et il faut également appeler la cellule sécurité-hygiène pour qu'ils puissent former urgemment les salariés de l'entreprise aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, donc tout ce qui est distanciation, le port des masques, etc. Donc toutes les recommandations qui sont émises par l'Organisation mondiale de la santé. Donc une fois on a constitué cette cellule de crise, il faut en fait revisiter la demande du marché. Donc, dans les méthodes supply chain conventionnelles, on va s'appuyer sur le PIC, le plan industriel et commercial, ou bien le SNOP, le Sales and Operational Planning. Et dans des situations de crise, en fait, ce SNOP, il est obsolète. Donc, il faut revisiter la demande du marché. Il faut capter la nouvelle demande des clients. Et ça, c'est le travail du directeur commercial. Donc, une fois qu'on a capté la nouvelle demande des clients, le directeur de la fabrication, en fait, il va, avec l'appui, bien évidemment, du bureau des méthodes et la cellule R&D, recherche et développement, il va adapter un nouveau processus de fabrication. Troisième étape, le directeur des achats, donc comme on va lancer un nouveau produit, donc ça va impliquer l'approvisionnement de nouvelles matières. Donc dans ce cas, le directeur des achats doit faire un sourcing pour capter de nouveaux fournisseurs qui vont nous accompagner dans le cadre de la fabrication des nouveaux produits. Donc on va faire des achats alternatifs. Quatrième, plutôt cinquième étape, il faut communiquer avec tous les partenaires de la supply chain. Donc, il faut essayer de faire adhérer tous les partenaires de la supply chain pour s'adapter face à cette situation de crise. Et finalement, il faut concevoir de nouveaux schémas de distribution. Donc, on l'a tous remarqué, il y a plusieurs magasins physiques, des enseignes de distribution. Donc, dès que le gouvernement
en fait enclenché l'état de crise. Donc, on a fermé les magasins. Par contre, on a assisté à un engouement sans précédent du commerce électronique. Donc, on est passé d'un canal de distribution, on va dire traditionnel, physique, à un canal de distribution virtuel. Et pour passer à ce canal de distribution virtuel, on est obligé rapidement de mettre en place les bonnes pratiques logistiques. Parce que quand un client se déplace dans un magasin, donc c'est lui qui va faire ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Par contre, quand on va acheter en ligne, c'est le propriétaire du magasin qui doit assurer ce dernier kilomètre pour livrer les produits jusqu'au lieu de résidence des clients. Et là également, il faut féliciter les commerçants marocains parce qu'ils ont pu en fait collaborer avec les prestataires de services logistiques. Et aujourd'hui, il faut également féliciter ces prestataires de services logistiques qui parviennent à répondre d'une manière rapide et agile aux besoins des consommateurs marocains. Donc, la première étape, il faut mettre en place un plan d'action à court terme. Et pour illustrer en fait ce processus en 6 étapes, on peut évoquer par exemple l'expérience marocaine des bavettes. Donc, au début de la crise, pas uniquement au Maroc, donc le monde entier exprime un besoin pour s'équiper en masque. Donc, c'est une nouvelle demande. Alors, au Maroc, et comme vous le savez, il y a à peu près 17 entreprises industrielles qui a été, en fait, on va dire, agréées par le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique pour lancer la fabrication des masques. Donc, en fait, ce sont des industriels dans le secteur du textile qui avaient des équipements pour faire la confection d'autres produits et ils ont fait preuve d'agilité. Donc, ils ont rapidement adapté ces équipements pour fabriquer des bavettes et répondre à une demande urgente. Donc, aujourd'hui, le Maroc est capable, selon les dernières informations qui ont été communiquées par des sources officielles, le Maroc aujourd'hui est capable de fabriquer 6 millions de bavettes. Donc, c'est une prouesse et également c'est une agilité dont fait preuve ces industriels du textile. Alors, dès qu'on va passer à la fabrication des bavettes, on doit faire le sourcing. Donc, on doit trouver les fournisseurs, en fait, qui, au niveau international ou bien au niveau marocain, qui, en fait, vont fournir ces industriels pour fabriquer ces bavettes. Et je souhaite insister sur la dernière étape, la conception de nouveaux schémas de distribution. Donc, comme on a pu l'observer tous, dans la première opération, donc même avec une capacité de production des bavettes qui dépasse largement les besoins du marché, nous, les consommateurs marocains, on n'a pas pu trouver ces bavettes dans les points de distribution traditionnels qui sont de 66 000 au Maroc, 66 000 épiceries. Pourquoi? Parce que même si on a une capacité de fabrication qui permet de répondre à la demande, on n'a pas revisité le circuit de distribution. Donc, au début, on a fait appel à des entreprises qui ont des flottes de transport énormes pour couvrir tout le territoire marocain. Et malgré ces flottes de transport, on n'a pas pu équiper les milliers de points de commande traditionnels éparpillés au Maroc. Donc, en deuxième étape, donc, quand on a identifié ces problèmes, le ministère s'est concerté avec les pharmaciens pour passer du circuit de distribution traditionnel au circuit de distribution des pharmacies. Et au lieu de faire des lignes directes, un transport direct de l'usine jusqu'à la pharmacie, plutôt, on va passer par une plateforme intermédiaire. On va canaliser les flux dans une plateforme logistique et par la suite, on va faire l'éclatement aux pharmacies. Et dès qu'on a passé à cette deuxième étape, donc je pense qu'aujourd'hui, le problème ne se pose pas. Alors, pour sécuriser la supply chain, il faut en fait revoir toute la chaîne de valeur. Les achats, la production, la distribution
et également les circuits de distribution qui sont très critiques pour pouvoir acheminer le bon produit au bon moment et dans la bonne place. Concernant le plan d'action à moyen et long terme, donc ce plan d'action va nous permettre de rendre notre supply chain plus résiliente. La première des choses, donc quand on va avoir un retour d'expérience, on va améliorer le dispositif de management des risques. Donc, avec le Covid-19, donc sûrement, il y a des opportunités, pas dans tous les secteurs, dans quelques secteurs, mais les entreprises ont subi également beaucoup de dégâts. Donc, ces dégâts, ce sont des risques qu'il faut identifier, qu'il faut traiter dans le cadre du dispositif de management des risques et il faut prévoir des actions qu'on pourrait mettre en place rapidement si des crises éventuelles dans le futur se produisent. Deuxième point, en fait, les supply chains qui ont fait preuve d'agilité, ce sont les supply chains ou bien les entreprises qui mettent en place des démarches collaboratives avec les fournisseurs. Donc, plus on a une relation durable avec un fournisseur, plus on va résister quand un choc extrême va survenir. Et là, c'est une problématique achat. Donc, les acheteurs aujourd'hui, plutôt que de faire des transactions, ils doivent réfléchir sur la mise en place des démarches collaboratives, partenariales avec les fournisseurs. Intégrer le e-commerce. Alors, mis à part Jumia, rares en fait les entreprises qui fondent leur business model à 100% sur le commerce électronique. Est-ce que par réticence? Est-ce que par peur? Est-ce que par un manque de qualification? Donc, le Covid-19 nous a prouvé que ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième. Aujourd'hui, tout le monde peut faire le commerce électronique. Donc, pas mal de distributeurs, ils ont fermé des magasins et le jour au lendemain, ils ont publié leur catalogue en ligne, ils ont mis en place des contrats avec des transporteurs et ils ont pu assurer la continuité du service. Donc, peut-être que le commerce électronique au Maroc, c'est une aubaine et ce n'est pas du tout un obstacle. Quatrième élément, l'externalisation du transport et de l'entreposage. Donc là également, de par les chiffres officiels, de mémoire en 2015-2016, le taux d'externalisation au Maroc d'entreposage ne dépassait pas les 14%. Et aujourd'hui, je peux me permettre de dire, grâce au Covid-19, je suis sûr et certain qu'on va aller au-delà de 50% d'externalisation d'entreposage et du transport parce que aujourd'hui, tous les distributeurs passent par des transporteurs pour pouvoir faire des transactions en ligne. Cinquième étape, profiter des opportunités de l'industrie 4.0. Donc là également, les entreprises qui ont pu faire preuve d'agilité, ce sont les entreprises qui sont digitalisées. Et je pense que l'industrie 4.0 est une piste auquel il faut investir pour pouvoir se prémunir contre les crises prochaines, en espérant qu'il n'y aura pas de crise, mais il faut toujours mettre en place un plan d'action pour pouvoir en fait contrer ces événements indésirables. Alors, l'industrie 4.0, donc comme vous le savez, c'est l'interaction entre l'homme et la machine. On peut même faire des achats dans le monde virtuel et par conséquent, le salarié n'est pas obligé de se déplacer à l'usine pour assurer la continuité du service. On peut travailler à distance. La technologie existe, donc il faut la déployer en bon escient pour pouvoir en fait faire face à ce genre d'imprévu. Et finalement, la reconfiguration des supply chains mondiales. Donc, comme je l'avais évoqué tout à l'heure, la Chine, c'est 30% du commerce mondial. Est-ce qu'après le Covid-19, dans 10 ans, la Chine va atteindre 50%?
ou bien on va passer de 30% à 20% à 10%. Est-ce qu'on va assister à une stagnation des configurations supply chain mondiales, ou bien est-ce qu'on va observer des reconfigurations des supply chains internationales? Est-ce qu'on va faire des relocalisations, ou bien est-ce qu'on va délocaliser dans d'autres pays qui sont à proximité des donneurs d'ordre? Donc finalement, je pense que le dispositif de management des risques des entreprises multinationales va ouvrir des pistes qui sont très intéressantes pour le Maroc de par sa position géographique. Donc voilà ce que nous avons prévu pour la présentation. Donc on va passer à la deuxième partie de notre conférence et je vais rejoindre Monsieur Mohsin Benzouara, directeur de la filiale apparemment Jumia Service. Et je demande à Monsieur Mohsin Benzouara, avant de commencer l'échange, de nous décrire son parcours professionnel. Moi, je sais très bien, avant qu'il rejoigne Jumia Service, il était manager à Amazon. Donc, c'est Mohsin, est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours professionnel? Ça marche. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Si quelqu'un peut faire juste signe que vous m'entendez et correctement. Ça marche, impeccable. Eh bien, super. Alors, les amis, moi, je vais vous prendre maximum 10 minutes. Comme ça, après, on peut avoir un échange si vous avez des questions. Donc, moi, mon parcours, c'est un parcours qui correspond au vôtre, ce que vous êtes en train de bâtir pour votre carrière personnelle. Moi, je suis quelqu'un qui est passé par un master en management, ingénierie de logistique en France. Et de là, j'ai intégré le monde de la supply chain très tôt. Ça fait 17 ans que je suis dedans. J'ai travaillé 15 ans en France et 2 ans au Maroc. J'étais hyper connecté sur, à l'époque, la logistique qu'on appelait logistique standard, palette. Et après, je l'ai vu évoluer à fur et à mesure en France. Et j'ai eu la chance de rejoindre Amazon. C'est un groupe américain qui m'a fait confiance. Et j'ai passé 7 ans chez eux et j'ai commencé d'un poste qu'on appelle Area Manager vers un directeur régional. Et j'ai évolué avec le e-commerce en France. Donc, Amazon, c'est l'entreprise qui a modernisé le e-commerce, qui a forcé les consommateurs à utiliser le e-commerce de par son expérience client auquel ils sont les meilleurs aujourd'hui dans le monde. Et voilà, donc mon parcours est là. Donc, Jumia j'avais cette envie toujours de rentrer au Maroc, je pense comme plein de monde. Et c'est là où j'ai vu que ce métier de e-commerce a une place au Maroc. Et du coup, j'ai travaillé 2 ans très dur pour transformer Jumia là où elle est aujourd'hui. Je pense qu'il y a 2 ans, Jumia, c'était l'entreprise, on peut la relier à des produits de mauvaise qualité, une livraison pas du tout dans le juste à temps. Et ben, il y a eu un travail très dur. Heureusement, j'ai trouvé beaucoup de talent au Maroc. Et c'est ça aussi ma fierté. J'ai trouvé beaucoup de gens très talentueux. Il fallait juste leur donner la voix pour s'exprimer. Et on a réussi aujourd'hui à faire ce que Jumia est en train de faire sur le marché marocain et pour tous les consommateurs marocains. Donc voilà, rapidement, un petit parcours. Expliquer mon parcours. Alors, donc moi, ce que je vais essayer, c'est vous mettre un peu du concret de ce qu'on vient d'écouter, je remercie pour la présentation qui reflète exactement la réalité. Moi, étant étudiant, je participais à des conférences comme celle-là et je disais, wow, c'est lourd, c'est loin. Mais je vous promets que ce qui a été partagé, c'est quelque chose d'hyper concret. Donc, bravo pour la qualité de la présentation. Et moi, je vais vous expliquer un peu pourquoi c'est important que vous puissiez comprendre cette présentation par cœur, parce que c'est l'avenir de notre métier. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, hein, avec le Covid, maintenant, malgré que, on va dire, la crise sanitaire passera, les gens vont toujours éviter de se mélanger, éviter d'aller dans des endroits où il y a trop de monde, à condition, bien sûr, d'avoir le prix, d'avoir le service et d'avoir la qualité. Donc, nous, en tout cas, Jumia, dans ce cadre-là, c'est notre battle depuis le premier jour. C'est qu'on veut offrir à nos consommateurs une bonne expérience au meilleur prix et un choix le plus grand possible. Alors, donc, ce qui a été dit tout à l'heure, les amis, c'est
la logistique va se moderniser. Oui, elle va se moderniser. Aujourd'hui, on voit beaucoup de petits shops qui se convertissent vers la logistique, mais tout cela, ils vont avoir une limite. Dès qu'ils vont commencer à avoir 50 commandes, 100 commandes par jour, là, ils vont comprendre exactement l'importance de la supply chain. Et du coup, l'importance de la digitalisation et l'importance de la data. Aujourd'hui, c'est facile, tu as une commande, tu prends une commande sur WhatsApp, tu prends une commande sur Facebook, tu as 10 commandes, voilà, tu arrives à la gérer. On est encore dans un monde e-commerce traditionnel. Mais ce monde e-commerce, il va prendre une ampleur, comme le cas de Jumia, où Jumia reçoit 30 000 commandes par jour. Et quand on a 30 000 commandes par jour, naturellement, on ne peut pas se contenter de gérer ça sur un fichier Excel. Donc, on a besoin d'un système d'information hyper puissant. Et ce qui va m'emmener à vous expliquer un peu c'est quoi Jumia aujourd'hui. Donc, Jumia aujourd'hui, elle s'intitule sur 3 piliers. Le premier, c'est ce qu'on appelle on va dire le physique, ce qui a été décrit tout à l'heure, le flux physique. Pour nous, c'est la partie marketplace. On est un marché où on donne la possibilité à tout le monde de venir mettre en avant et vendre ses produits. Donc, du coup, on l'a divisé en 3 parties. La première, c'est ce qu'on appelle les shops officiels. C'est les marques comme Carrefour, Cosmos, Nike, Samsung et j'en passe et j'en passe. Ça, c'est des gens qui ont fait le choix de vendre via l'e-commerce, via le système d'information Jumia. Et c'est Jumia Service qui est en charge de concrétiser l'achat virtuel vers une livraison réelle et aussi récupérer l'argent. Il ne faut pas oublier aussi que le Maroc, il a une spécificité. L'Afrique en général, on est un pays où on aime bien garder l'argent et une fois qu'on reçoit le colis, on paye. Donc, on est un pays cash on delivery, au contraire des pays européens au nord des États-Unis où c'est que du prepaid à 100%. Donc, ensuite, comme je dis, on a la marketplace, on a aussi ce qu'on appelle le digital. Et donc, le digital, c'est notre force. Nous, on est une entreprise plus digitale que e-commerce et on s'appuie sur notre force de digital. Donc, on a nos propres systèmes d'exploitation et d'information qu'on a développés et qui nous permet d'avoir une gestion end-to-end. Qui dit end-to-end, c'est-à-dire qu'elle englobe la totalité de la supply chain, qui nous permet de mettre en relation un seller qui peut se retrouver en Chine, en Turquie, en France, un seller qui se retrouve à l'Aïoun, qui se trouve à Oujda, vers un consommateur qui peut se trouver dans une ville hyper loin, près d'Oujda, par exemple. Et ça, c'est notre système d'information qui relie ça. Et c'est ce qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle le journey customer, c'est-à-dire au fur et à mesure que le colis avance, on est en contact continu avec le client pour l'informer de l'évolution de sa commande, où elle se trouve, comment elle se déroule, quand elle lui sera livrée. Donc ça, c'est notre système d'information qui nous permet de faire ça. Et on a aussi développé notre propre plateforme de paiement qu'on appelle Jumia Pay et qui englobe aussi la partie finance. Et on pousse aussi du coup les consommateurs marocains via des bons de commande qu'on leur offre pour utiliser et faire confiance à cette plateforme JPay. Et cette plateforme JPay, elle est basée sur une technologie de Mastercard. Donc, c'est vraiment un choix qu'on a fait pour s'allier au meilleur, pour offrir la meilleure plateforme de paiement pour les consommateurs marocains. Alors, donc maintenant, je vous ai grosso modo expliqué un peu c'est quoi Jumia, parce que c'est vraiment un peu tout ce que vous venez d'entendre tout à l'heure, c'est Jumia en soi. Et c'est Jumia Service, c'est la partie logistique de Jumia. Cette partie logistique, aujourd'hui, elle est au service des gens qui veulent travailler avec Jumia et ouvrir des shops. Elle est aussi au service d'autres personnes qui disent, moi, je veux garder la stratégie commerciale chez moi, je veux garder la gestion marketing commercial et je développe mon propre site. Par contre, j'ai besoin de Jumia Service pour livrer mes colis. Donc, aujourd'hui, moi, je me retrouve à livrer des colis pour le compte de Jumia, qui est la maison mère et qui est mon client interne. Mais j'ai aussi des clients externes comme Orange, comme la Virgin Megastore, comme j'en passe, j'en ai plein aujourd'hui qui viennent vers moi en me disant, moi, je veux garder ma force commerciale, mon autonomie commerciale. Par contre, comment faire pour que tu puisses m'aider à acheminer mes colis sur tout le territoire marocain. Donc aujourd'hui, le Jumia Service, donc elle n'a pas que Jumia comme client, mais elle a aussi d'autres clients qui nous ont fait confiance et qui viennent nous demander de pouvoir leur acheminer les colis dès qu'elles sont prêtes à être expédiées. Donc, durant cette partie de Covid-19, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites. Donc là, on va rentrer dans la logique du challenge, l'adaptation, l'agilité, to be agile. Là, ce qui est le plus intéressant, c'est comment Jumia a su adapter. Donc, nous, pour pouvoir faire face à ça, on a divisé en 3 notre plan d'action, d'accord? Donc, le premier, on l'a fait sur la partie digitale, big data, et on a dit comment le système d'information peut nous aider à faire travailler nos gens en toute sécurité. Et c'est là où on a développé en 3 jours de développement
un système qui s'appelle OTP, One Time Password, qui va éviter que le livreur soit en contact avec le client de proche, ce qui force du coup nos livreurs à rester à minima d'1 mètre de distance avec les clients. Donc, on a tout de suite adapté notre système et ça s'intitule quoi? Que le livreur, lorsqu'il se présente chez un client, pour qu'il s'assure que c'est la bonne personne, vu qu'il ne peut pas demander sa pièce d'identité, vu qu'il ne peut pas s'approcher de lui, il va lui générer automatiquement de notre système d'information embarqué un code unique d'utilisation que le client va recevoir sur son téléphone. Le client doit lui dicter ce code à 4 chiffres. Si c'est le bon code, le système dit au livreur, c'est bien, c'est la bonne personne, vous pouvez lui laisser le colis et vous puissiez partir. Ce qui nous permet de garantir qu'on a livré le colis à la bonne personne. Ça nous a aidé à mettre en sécurité nos 450 livreurs qui aujourd'hui sillonnent le Maroc quotidiennement pour qu'ils ne soient jamais en contact avec les clients pour préserver leur santé et pour aussi préserver la santé des clients. Donc voilà un peu la partie digitale, la partie big data, la partie multi-channel nous a aidé aujourd'hui à faire face sur ça. En parallèle, donc l'autre axe, on a travaillé sur l'axe humain. Donc, on était les premiers à importer l'avantage qu'on a une supply chain end-to-end. On a importé nos propres masques depuis la Chine en 2 jours. Et vu que je travaille avec des grandes compagnies, je n'ai pas eu de difficulté à les faire venir. Ce qui nous a permis tout de suite à rentrer dans comment on va mettre en œuvre les mesures safety drastiques, la sécurité. Donc là, on a fait beaucoup de plans de formation. On a ramené le médecin du travail. On s'est appuyé sur des structures locales. On s'est appuyé sur l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme mesure à le donner. Et on a créé notre propre plan de shift. Déjà, nos équipes, par exemple, aujourd'hui, on a 2 groupes. On a un groupe A, un groupe B. Chaque groupe, il travaille 3 jours. Il est confiné 4 jours. Et vice-versa. Ce qui permet que le risque où les gens sont en contact à l'extérieur, on le réduit. Et ça permet aussi pour nous de sécuriser notre production et sécuriser notre savoir-faire. Si demain, on a un groupe qui est infecté, et ça peut arriver, parce qu'il ne faut pas avoir peur de ça, parce que le Covid, c'est pas le Maroc, c'est dans le monde entier, mais il faut savoir tout de suite mettre en confinement les personnes impactées, les soutenir, bien sûr, les aider, et avec un plan de suivi par les RH qui est lancé, on a défini un plan détaillé, et on a le temps de désinfecter totalement tous nos entrepôts et ensuite on peut injecter une nouvelle équipe qui travaille vu qu'elle était confinée chez elle. Ça nous permet de maintenir une expérience client tout au long de cette période de confinement. Ensuite, on a mis tout de suite on a imprimé beaucoup d'affiches, on a imprimé des livrets, on a communiqué beaucoup sur la distance. On l'a imposé chez nous avant même que le gouvernement l'impose. Dès le début, tout le monde chez nous travaillait avec des masques et des gants. Après, avec le temps, on a compris un peu le Covid, donc on a compris que les gants ne sont pas obligatoires à condition de désinfecter les mains et de se laver. Donc, il y a toujours cette logique d'adaptation qui est faite. Et pour s'assurer que tout notre personnel sur tout le territoire marocain applique ces mesures, on a mis des routines d'audit par les régionaux, par les directeurs, par les responsables pour s'assurer que toutes les personnes appliquent ça, les règles. Et en plus, lorsqu'un client se fait livrer, là, je reviens sur la partie digitale. Il reçoit un questionnaire pour qu'il nous dise comment le livreur qu'il a livré, est-ce qu'il avait bien sur lui des gants, il se l'a appliqué la mesure de 1 mètre. Donc, ce qui va nous permettre tout de suite d'avoir des feedbacks en permanence sur ce qui se passe. Donc, on arrive à relier avec le digital les 2 mondes, en fait. Et dès qu'on a un des clients qui dit, non, votre livreur, malheureusement, n'est pas, vu qu'on est dans un facteur humain, il n'est pas parfait à 100%, nous, naturellement, on est une équipe d'audit interne qui va tout de suite contacter le livreur, qui va tout de suite faire une analyse, qui va tout de suite comprendre les raisons. Et raison, une fois, on peut se louper, on va rappeler à l'ordre, mais 2 fois, on ne tolère pas et on demande à cette personne de s'arrêter. Une fois qu'on a fait ça, oui, on a arrêté 10 livreurs, mais le message est passé. Maintenant, les livreurs savent que même si on n'est pas derrière eux, on arrive avec la digitalisation de savoir ce qui se passe et ce qui les force pour leur sécurité en premier et aussi pour tenir la promesse qu'on donne à nos clients d'avoir une chaîne end-to-end la plus safe possible. Donc, voilà un peu toutes les mesures qu'on a lancées, qu'on a su adapter rapidement pour pouvoir, du coup, travailler en sécurité, respecter les mesures que l'État nous demande et aussi on a su s'adapter aux mesures de le blackout, c'est-à-dire quand l'État nous demande qu'on ne peut pas après 19 heures sortir, sachant qu'on est au mois de Ramadan. Historiquement, Jumia est livré les clients après le Ramadan parce qu'avant, les gens, ils pouvaient aller après la salade ou je ne sais pas quoi au café et ils pouvaient aussi rencontrer le livreur. Ils pouvaient aussi se faire livrer après 19 heures. Aujourd'hui, du coup, on a adapté toute notre création de routes, tous nos points de départ
pour que les livreurs, on en assure qu'au plus tard, à 18 heures, ils rentrent au dépôt, tous les dépôts qu'on a au Maroc, ce qui va leur laisser 1 heure pour qu'ils puissent aller chez eux en sécurité sans qu'ils se fassent arrêter ou qu'ils aient des problèmes avec les autorités. Donc ça aussi, on a su rallier le monde digital avec le monde humain. Après, on a le flux. Donc le flux, nous, Jumia, c'est un flux multicanal. C'est quoi multicanal? On a adapté le business au changement des consommateurs. Dès qu'il y a le confinement qui s'est arrêté, on a fait un boom et on a fait une croissance à 3 chiffres. On est l'un des rares avec Marjan, Carrefour, je pense, et Jumia qui font des grandes croissances aujourd'hui. Donc là, il fallait adapter quoi? Il fallait adapter ce que le client, lorsque le client vient sur le site Jumia, nous, on utilise la data et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il cherche. Donc, dès qu'on a cette data, on a changé toute notre SNOP, on l'a adapté, on a revu tout notre plan d'approvisionnement, tout notre plan de référencement pour mettre sur le site les produits que les clients cherchent. Et on a trouvé que c'est quoi? C'est les masques, les thermomètres et les produits de première nécessité. C'est les produits qu'on a besoin pour faire ses courses tous les jours. Donc là, on a trouvé une alliance tout de suite avec Carrefour. Donc Carrefour, avant, on ne l'avait pas sur Jumia. Et on a su intégrer Carrefour et Jumia à peine en 4 jours pour répondre à cette demande. On a aussi créé des liens avec des fournisseurs en Chine pour nous ramener des thermomètres infrarouges, pour nous ramener des masques. Tout de suite, le temps que l'État puisse maintenant nous fabriquer, maintenant on achète 100% de nos masques localement. Avant, ce n'était pas le cas, il n'y avait pas ce besoin aussi répandu que ce qu'il est aujourd'hui. Là aussi, on a adapté notre supply chain avec des fournisseurs en Chine, avec nos partenaires transport aérien. Là aussi, avec le transport aérien commercial qui s'est arrêté, maintenant pour acheter 1 kilo aérien, avant je le payais $8 le kilo, maintenant il est monté à $30 le kilo. Là aussi, ça nous a obligés à changer les habitudes, à changer le référencement des produits et pouvoir mettre en avant sur le site que les produits qui sont de première nécessité, même si on paye $30, mais ils sont utiles pour les consommateurs marocains, on le prend pour nous et c'est une perte pour nous. Mais notre rôle aujourd'hui, c'est un rôle sociétal, c'est un rôle pour soutenir les Marocains durant cette période. Et c'est pour ça, c'est ça qui drive notre rôle. C'est pour ça que vous pouvez tous voir que on pousse le hashtag Jumia Héros parce qu'on considère les gens qui sont dehors ou d'autres sont en sécurité chez eux, ce sont des héros, quel que soit leur métier. Et du coup, on a pu revaloriser le travail d'un livreur. Aujourd'hui, le livreur, il a un travail ultra important. Et du coup, on va l'aider par quoi? On va l'aider par la formation, on va l'aider par l'acquisition de sa moto, de sa voiture pour qu'il puisse travailler. Et on va l'aider aussi par le système d'information qui va lui rendre la vie facile. Qu'est-ce que je dis par système d'information? C'est que le système d'information, lorsqu'un livreur va sortir livrer 30 commandes par jour, le système va l'aider à créer sa route. Il va dire, toi, vu que tu pars de point A, tu vas faire point A à B, C, D. C'est-à-dire, on va optimiser son trajet, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour s'assurer qu'à 18 heures, il rentre au dépôt pour qu'il rende ce qu'il a à rendre avant de partir chez lui. Donc ça aussi, on a su adapter nos systèmes d'information avec nos contraintes opérationnelles. Le dernier point, et après on peut passer à un échange, et je vous invite vraiment à poser toutes vos questions, l'autre point, c'est aussi on a su s'adapter à nos fournisseurs, parce que même si Jumia travaille, on livre en carton, on a trouvé des difficultés que nos fabricants de carton, est-ce qu'ils vont continuer à travailler? Donc, on a eu des soucis là-dedans et on a essayé de le gérer, on a essayé de les convaincre, on a essayé de faire un travail de fond pour qu'ils puissent accepter à nous fournir du carton pendant cette période-là. Pareil sur le scotch, par exemple. Donc, il y a vraiment, ce que je dis, c'est une araignée, c'est une étoile d'araignée avec plein de points. Et le but, c'est que les points, quand ils se relient, c'est là où, quand ils se relient dans un point où c'est utile qu'ils se relient. Si ce n'est pas utile, ils ne doivent pas se relier. Donc, un peu, c'est comme ça, moi, je vois mon expérience. J'espère, désolé, j'ai pas pu, vu les circonstances, vu que mon énergie est focalisée sur le terrain plus qu'avant sur les projets, j'ai pas pu vous faire une présentation, mais j'espère que je vous ai essayé de rendre un peu ce qui a été dit tout à l'heure avec des exemples concrets, comment Jumia a su adapter du coup sa force logistique, sa force supply chain pour soutenir son client interne qui est Jumia historique et aussi les nouveaux clients qui ont fait confiance à Jumia pour livrer leurs marchandises durant cette période. Donc, voilà pour moi. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. On a encore beaucoup d'heures avant le talk. Donc, moi, en tout cas, j'ai du temps. Merci beaucoup. Alors, si Mohsin, on va abuser de votre présence, même malgré, en fait, qu'on sait pertinemment que vous avez beaucoup travaillé et vous n'avez pas le temps. Donc, on va essayer de profiter de ces moments. Et je souhaite vous poser une question. Donc, en fait, en vous écoutant, j'ai noté quand même beaucoup d'adaptations.
Est-ce que le plan que vous avez mis en place pour reconfigurer la supply chain, mettre en place des contrats avec de nouveaux partenaires, répondre à des nouveaux besoins auprès des clients, etc., est-ce que vous avez anticipé la situation avant la déclaration de la crise par l'État ou bien après la déclaration de la crise sanitaire par l'État? En fait, l'avantage d'être une multinationale, nous, on avait nos bureaux, on a nos bureaux Jumia en Chine, donc on avait un peu d'avance, la vérité, et on a su comprendre que ça peut s'aggraver. Et par contre, on était juste à l'écoute de ce qui se passait. On n'était pas du tout dans l'exécution de ce qui doit se faire. Mais une fois que la France a déclaré l'état d'urgence l'Italie, là, on a compris que c'est question de quelques jours et ça sera le Maroc. Et c'est comme ça qu'on a dit, et notre plan d'action, on l'a commencé avant. Par exemple, je donne juste un exemple concret, les autorisations de circulation pour justifier que les gens travaillent dans une industrie utile pour les consommateurs durant cette période. Moi, je les ai signés le 19 mars et l'État marocain les a imposés le 20 mars. Donc, on avait un cran d'avance, la vérité, sur ça. Et d'où l'importance d'être. Mais ça, c'est naturel lorsqu'on est logisticien. Lorsqu'on est logisticien, on ne voit pas que le devant soi, mais on voit aussi ce qui se passe autour de soi. Parce qu'une bonne logistique, c'est une anticipation. Et dès qu'on voit, et voilà. Donc, pour nous, c'est naturel d'avoir fait ça en soi. C'était pas un problème. D'accord. Et pendant cette période de crise, nous avons observé qu'il y a un afflux énorme des consommateurs vers Jumia. Et vu que Jumia dispose de sa propre infrastructure logistique, donc vous avez des entrepôts, vous avez un parc camion et également vous travaillez avec des transporteurs indépendants, est-ce que vos ressources logistiques sont suffisantes pour faire face, on va dire, à ce pic? Je pense que la crise de Covid-19, c'est une période de pic pour Jumia. Exactement, c'est même beaucoup plus que les fameux Black Friday. En fait, comment on a fait déjà deux choses. La première, c'est que nous, en tout cas, comme on a adapté notre système, vu la chance d'avoir son propre système, notre système d'information permet à n'importe qui, au bout de 48 heures, de savoir livrer correctement un client. Vu qu'il est aidé par les GPS, il est aidé par le système d'information, donc toute personne avec un peu de bon sens saura le faire. Donc notre learning curve n'est pas une learning curve importante comme pour être un pilote d'avion, par exemple, heureusement. Aussi, lorsqu'on a vu que les restaurants étaient fermés, ils ne pouvaient même plus faire les livraisons, mais nous, ce qu'on a fait, on a converti nos livreurs de ce qu'on appelle Jumia Food vers les livreurs Jumia Service. Donc, on a déjà utilisé ça. Et malgré ça, on a su recruter 250 nouveaux livreurs sur tout le territoire marocain par la simplicité de notre système qui nous a permis de pouvoir recruter facilement des livreurs. Donc, non, ce n'était pas un problème en soi parce qu'on a un module de formation bien défini. On a un pipe hyper large. Et on est toujours en contact avec, et on a aussi ce qu'on appelle le cooptation. C'est-à-dire, on demande à un livreur, s'il nous ramène un ou deux collègues à lui qui veut devenir livreur, ben, il a une prime. Et ça aide les gens. Et c'est même plus puissant que les agences d'intérim pour avoir rapidement un nombre de livreurs aussi important. Merci, c'est Mohsin. Donc, de par vos réponses, vous nous confirmez qu'il y a des modèles comme Jumia qui peuvent en fait adapter rapidement leur supply chain management et également disposer, se doter de supply chain résiliente pour faire face à des événements graves comme le Covid-19. Par contre, en fait, quand même, le secteur du Jumia, c'est un secteur qui est particulier. Par exemple, l'industrie, si on regarde l'industrie automobile, le textile, mis à part les bavettes, électronique, etc. Donc là, en fait, 30% des flux proviennent de la Chine et du coup, on est obligé d'arrêter les usines. Est-ce qu'on pourrait dire, à votre avis, que le Covid-19 est une aubaine pour Jumia? Bien sûr, Jumia est bien préparé, mais est-ce que c'est une aubaine, c'est une opportunité? Ou bien ça pourrait être, en fait, un événement négatif si vous n'êtes pas préparé? Je pense que quel que soit le métier, on doit savoir se préparer. Il faut qu'on s'adapte. C'est pour l'importance d'avoir les management meetings, d'avoir tout le monde actif, tout le monde vif et tout le monde agile. C'est quelque chose d'utile et c'est une chance. Et c'est aujourd'hui, je pense, moi étant une personne qui recrute beaucoup de personnes, c'est une des qualités qu'on va chercher chez nos talents et chez nos futurs leaders. Donc, par rapport au Covid,
et par rapport aux autres industries, je pense que c'est plus une chance pour le Maroc dans son ensemble. Parce qu'aujourd'hui, déjà, l'Europe eux-mêmes, ils vont se remettre en question profond pour dire la Chine, c'est plus possible de mettre toute notre fabrication en Chine. Et je pense qu'ils se sont aperçus lorsqu'ils vous ont voulu fabriquer le propre masque, ils n'ont pas eu beaucoup d'industries simples chez eux. Et on a été aussi le Maroc pris comme modèle au Parlement français par Jean-Luc Mélenchon, qui a cité le Maroc comme un pays modèle qui a su faire face à cette crise correctement. Donc ça, c'est bien. Donc nous, le Maroc, ce qu'on va faire, je pense que maintenant, tout le monde va venir vers le Maroc. Déjà, les Marocains vont commencer à dire, nous, on va garder notre autonomie de production, on va garder notre autonomie de fabrication sur les produits clés stratégiques. Donc ça va ramener un peu de focus et diminuer un peu les importations, et ça, c'est une bonne chose. Et aussi, ça va augmenter les exportations, vu qu'on est à 15 km de l'Europe. Et ça, c'est quelque chose qui va aussi, pour moi, être une aubaine pour toute l'industrie marocaine dans son ensemble. Moi, c'est comme ça que je le vois, parce que même s'il y a le Covid qui est là, en tout cas, la marchandise continue à circuler entre l'Europe et le Maroc. Donc, je pense que c'est une aubaine, clairement, pour tout le monde. Et je pense que les gens vont naturellement être amenés à s'adapter à cela, être amenés à avoir des chaînes d'approvisionnement les plus courtes, avoir un stock maintenant, même la logique du stock va changer. C'est-à-dire, on ne va plus gérer le stock à la valeur, mais on va gérer le stock à son importance sociale. Donc, il y a beaucoup de règles qui ont été au début lancées par Toyota, par Ford, et tout le monde a dupliqué ça. Maintenant, il y aura je pense, les cartes vont être refaites différemment. Et ce qui va rester, c'est savoir s'adapter, être à l'écoute de ce qui se passe autour de soi. Et un process, pour moi, un bon process, c'est un process qui évolue. C'est un process qui est dans le management, l'amélioration continue. C'est un process qui tourne, et c'est ça qui va faire notre force. Mais si on dit on a un process, ça y est, il marche, et on tourne le dos au process, ça y est, on va couler. Et ça va forcer tout le monde à rester connecté sur le terrain. Et on comprend que le terrain, maintenant, c'est notre force. Donc voilà mon avis sur ça. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole avec mes questions. Je vais passer la main à l'audience pour qu'ils puissent en fait poser des questions, soit directement à M. Mohsin Ben Zouara, ou bien je pourrais également répondre à vos questions. Donc, vous pouvez en fait poser vos questions dans la partie chat. Alors, on a une question de la part de M. Harizi. Quelle place pour le Maroc dans le nouveau schéma logistique international dans le monde d'après Covid-19? Donc, je vous donne la parole, Si Mohsin. Je vois que vous avez activé votre micro. Pour moi, c'est une opportunité, clairement. Et il faut qu'on sache la saisir. Par contre, il ne faut pas négliger la safety, parce que notre force, ça va être le facteur humain. Et le facteur humain, pour qu'il puisse s'adapter, pour qu'il se sente en sécurité. Et je reviens sur la pyramide Maslow. Donc, quelles sont les priorités humaines que chacun cherche? Avant tout, c'est la sécurité. Donc, il ne faut pas négliger les moyens sur la sécurité, sur l'éducation, expliquer aux gens que ce virus-là, on va vivre avec longtemps. Même si le déconfinement peut commencer, sachez que le masque va devenir une habitude qu'on va porter tous longtemps, malheureusement. Il faut savoir travailler aussi et être en contact avec les gens en respectant les fameuses distanciations sociales, le minimum 1 mètre. Donc oui, il faut s'adapter, mais si on arrive à s'adapter et préserver notre force qui est le facteur humain, naturellement, notre supply chain peut que exceller et réussir. Et je pense que c'est une excellente opportunité pour nous. Et notre ministre de l'économie l'a super bien compris. Et je suis sûr que ça sera pour nous une nouvelle dynamique que le Maroc va prendre, et elle va être plus prospère qu'avant, je suis convaincu. Madame Iman s'interroge, est-ce que en fait, est-ce qu'on va garder la même notion du stock après le Covid-19? Est-ce qu'on pourrait parler de stock social? Donc, si je comprends bien, en fait, on doit appréhender le stock comme étant une valeur et non pas un coût pour se sécuriser contre des aléas. Donc, à votre avis, si Mohsin, pour faire face à ce genre de situation indésirable,
est-ce qu'il faut changer notre raisonnement? Finalement, le stock, ce n'est pas un coût, mais peut-être c'est de la valeur en fait qui va nous permettre d'assurer la continuité de la supply chain. Moi, je suis de ceux qui pensent comme ça et Iman, je pense bien vu, parce que dans la question, il y a la réponse. Donc oui, la notion de stock va changer, même la valeur des choses va changer. Aujourd'hui, lorsqu'on a une classification ABC, on va parler d'une rotation. Demain, si on a un stock social, c'est-à-dire un stock de première utilité pour les Marocains, ben, la rotation, elle va être la plus lente possible, mais il faut le garder. Il faut pas le. Donc tout va changer. Clairement, tout va changer. Tous les cours vont changer, toute l'approche va changer, parce que maintenant, il faut penser consommateur, il faut penser social et consommateur. Et c'est les deux mots qu'il faut garder dans l'esprit. Et oui, ça va changer. Heureusement, on va dire les maths qui ne prennent pas beaucoup de place. Alors, on a deux questions qui se ressemblent un peu. La première de M. Younes Figel. Est-ce que les actions d'adaptation de Jumia Service pourraient être utilisées post-Covid-19? Et cette question, en fait, elle ressemble à celle posée par Mme Naoui Fatiha. Quelles sont les perspectives sur le long terme qui se dessinent pour une multinationale comme Jumia par rapport à la complexité de la supply chain mondiale? Bon, pour répondre rapidement, ce qu'il faut savoir, c'est que la supply chain, elle est au service de qui? Le supply chain, il est au service du consommateur. Donc, dès qu'on sache ce que le consommateur veut, ce que le consommateur souhaite, naturellement, on va maintenir ce qui marche aujourd'hui et on va adapter ce qui ne marche pas. Parce que là, je vous ai dit toutes les choses qu'on a testées qui ont marché, mais croyez-moi, on a testé d'autres choses qui n'ont pas marché. Mais pour nous, un échec, c'est un trésor parce qu'on va apprendre de cet échec et on va améliorer. Pour nous, un échec, ce n'est pas une fatalité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans la culture américaine où j'ai travaillé 7 ans avec Amazon. Et donc oui, on va garder beaucoup de choses, comme le OTP. Moi, je trouve que c'est une aubaine pour nous de connaître l'identité de la personne sans prendre sa pièce d'identité ou sa carte, parce que là, on rentre on va dire, dans l'intime de la personne. On n'a pas besoin de savoir où il est né ou le nom de son père ou je sais pas quoi. Donc oui, il y a des choses qu'on va garder. Oui, il y a des choses qu'on va continuer à changer, mais garder dans l'esprit que la supply chain, elle est au service du consommateur. Si on a ça, naturellement, le consommateur, il va changer d'avis. Naturellement, aujourd'hui, il veut. Mais et chez Jumia, on l'a déjà connu. Nous, Jumia, c'est pas, on n'a pas existé que pendant le Covid. Nous, on existe tout au long de l'année. Et tout au long de l'année, il faut qu'on génère du trafic sur le site pour que le consommateur continue à venir chez nous. Donc, naturellement, on a su adapter notre chaîne logistique. Des fois, on a fait ce qu'on appelle la Mobile Week. Je pense que vous avez tous entendu parler de ça. Là, toute notre chaîne logistique change complètement parce qu'on livre des produits de petite taille, mais d'une grande valeur. Donc, le risque, des fois, il y a des voleurs. Ils disent on va attendre que Jumia lance sa Mobile Week. C'est une opportunité. On va se faire de l'argent. L'argent illégal, bien sûr, malheureusement. Mais nous, on a su adapter toutes nos mesures sur ça pour qu'on n'a pas d'impact. Et on n'a pas eu d'impact. Après, il y a le Ramadan, pareil, à part cette fois-ci qui coïncide avec le Covid, mais on était parmi les premiers à lancer les paniers Ramadan et on a constaté qu'il y a deux types de consommateurs sur les paniers Ramadan. Les donateurs qui veulent faire des dons anonymement, qui utilisaient Jumia pour ça, et on avait aussi les gens qui voulaient ces paniers pour leur propre utilisation. Là aussi, on a su s'adapter à ça. Le Black Friday, les fameux méga Hamza. Donc oui. Et pourquoi on a su faire ça? Parce qu'on est à l'écoute de ce que le consommateur veut. Donc, la supply chain, à mon sens, elle n'est pas au service d'une entreprise. C'est une opportunité pour une entreprise pour servir un consommateur. Donc, voilà pour moi. Donc, oui, on continuera à s'adapter. Oui, on continuera à évoluer. Alors, Mohsin, vous devez faire preuve de résilience parce qu'on a encore des questions. Vraiment, c'est un plaisir, pas de souci. Alors, Madame Samba pose la question suivante. Est-ce que Jumia a le stock nécessaire pour satisfaire les demandes durant cette période de crise? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Jumia, je pense qu'il y a 1% ou 2% du stock qui m'appartient, qui appartient à Jumia. Tout le reste, ce n'est pas chez nous. Donc, nous, on est une solution e-commerce qu'on met à la disposition de tout le monde.
Donc, il y a des gens qui disent, moi, je ne veux pas être embêté, et ils viennent nous confier leur stock et on remplit nos 21 entrepôts qu'on a sur tout le territoire par des stocks, mais qui ne nous appartiennent pas. Des gens qui font le choix, comme Nike, par exemple, eux, ils vont pas créer un entrepôt logistique Nike, ils vont pas avoir un bureau de distribution Nike au Maroc. Eux, on a signé un contrat cadre avec eux, international, et on stocke, on gère leur transport international, maritime, aérien, selon le besoin du consommateur, encore une fois. Parce que lorsqu'on fait un transport aérien qui coûte cher, on s'adapte au consommateur parce qu'il le veut vite. S'il ne le voulait pas vite, on aurait fait du maritime et on n'aurait pas payé autant au prix du kilo, vu que l'aérien, on raisonne en kilo et non pas en cube. Donc Jumia, en fait, elle ne possède pas un stock. Jumia, c'est un écosystème qui est là pour fluidifier la marchandise de quelqu'un qui la possède à quelqu'un qui souhaite l'acquérir. Et croyez-moi qu'on n'a pas de problème de stock parce que aussi, on soutient des gens qui veulent importer de la marchandise, comme par exemple le Roi Merlin. Je pense que ceux qui ont une connexion avec la France, ils vont connaître c'est quoi le Roi Merlin. Donc, c'est un groupe ADO, c'est un leader. Et le groupe ADO, ben, il confie son stock, il confie sa gestion de stock, où c'est moi qui va directement aller chez ses fournisseurs, ses fabricants partout dans le monde, y compris au Maroc, pour collecter le stock. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème de stock. Le problème va être pas sur le stock. Excuse-moi, je me répète que je cherche un mot, en fait. Il ne sera pas sur le stock, mais il sera vraiment sur comment acheminer les produits, comment récupérer la valeur du stock et comment savoir à quel moment lancer son SNOP. Donc, SNOP, c'est un langage moderne qui permet de prendre en compte les besoins marketing qui vont générer la demande, qui va prendre en compte les commerciaux qui doivent répondre à cette demande avec des prix intéressants, avec une offre conséquente, et bien sûr de la logistique ou de la production qui sont là pour concrétiser ces plans et les rendre réels. Donc, tant qu'on a un bon SNOP, tant qu'il n'y aura jamais un problème de stock. Donc, voilà ma réponse, c'est tant qu'on a un bon SNOP, on n'aura jamais un problème de stock. Madame Fatem Zahra, elle, en tant qu'expert dans la chaîne de valeur logistique et le métier du e-commerce, qu'est-ce que, à votre avis, doit faire le Maroc à court et à long terme pour se repositionner dans la nouvelle configuration de la chaîne de valeur mondiale? Alors, si vous permettez, Mohsin, je réponds à cette question. Bien sûr, bien sûr. Vous allez reprendre vos souffles pour réagir par rapport aux autres. Alors, moi, personnellement, je pense que le Maroc, il est déjà dans les radars des supply chains internationales. Donc, de par les projets dans l'industrie automobile, aéronautique, également textile et j'en passe, on est un acteur qui est présent dans la carte mondiale, dans la supply chain. Maintenant, est-ce que la question que je me pose, est-ce que le Covid-19 va être une opportunité pour le Maroc pour renforcer plutôt sa présence dans les supply chains internationales? Moi, je pense avec la stratégie du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique, avec les infrastructures aéroportuaires du Maroc, avec la stratégie logistique du Maroc, avec les mécanismes des zones franches et les mécanismes fiscaux qui proposent en fait des offres aux investisseurs qui sont alléchantes, je pense que le Covid-19 va être un facteur qui va renforcer la position du Maroc pour drainer plus d'investissements dans notre territoire. Amine, comment avez-vous géré la hausse du nombre? Donc, c'est une question dédiée à Mohsin. Comment avez-vous géré la hausse du nombre de clients par journée, à part le fait de recruter et de redéployer des livreurs Jumia Food? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est pour répondre à cette question, c'est que nous, comment on fonctionne? On a un Labar Planning. Et Labar Planning, c'est une revue quotidienne sur comment le trafic se déroule, comment les commandes se déroulent. Et donc, on essaie de matcher notre charge et notre capacité, aussi simplement que ça.
Donc, il y a deux choses. Aussi, le fait d'avoir beaucoup de volume ne veut pas dire beaucoup de livreurs, parce que beaucoup de volume va générer une densité. Et au lieu d'avant, le livreur d'un point A à un point B, il va parcourir 20 minutes. Aujourd'hui, il parcourt 10 minutes en moyenne. Donc, même son temps de trajet va diminuer entre un point A et un point B. Et c'est ce qui fera qu'il pourra, dans son temps de travail, livrer plus de clients. Donc, voilà. Donc, la densité. Donc, au plus, en fait, le meilleur ami de la logistique, c'est le volume. Donc, au plus il y a du volume, au plus il y a de l'optimisation et au plus il y a de l'efficacité. Donc, le volume ne nous a pas effrayés, on l'a vu comme une opportunité. Et on a, comme j'ai dit tout à l'heure, on a adapté notre outil de création de routes pour les livreurs en prenant en compte la contrainte essentielle, c'est qu'à 18 heures, il faut qu'ils soient tous dans leur dépôt pour qu'ils rentrent chez eux à 19 heures, avant 19 heures. Et après, le volume, il y a ou bien le déploiement des gens, comme j'ai dit, recrutement, densité, parce que le temps de trajet d'un point A à un point B va diminuer. Le fait qu'il n'y a pas de trafic sur les routes, ça aide aussi. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui ont fait qu'on a su s'adapter et on continue à s'adapter. Vu que la croissance, je l'ai encore. Là, je suis en train de voir en parallèle une courbe et j'ai encore la croissance est encore là et tant mieux. Alors, je vais prendre uniquement les 4 questions qui ont été posées. Donc, les autres questions, pour contrainte du temps, on va pas pouvoir y répondre. La question est de M. Safi Omar. Quelles sont les leçons qu'une société marocaine pourra retenir de votre expérience et quels conseils donner pour une bonne reprise d'activité après le Covid-19, Inch'Allah? Donc, comment, en fait, vous pourrez conseiller les autres entreprises pour faire preuve de résilience également et sortir de cette crise le plus rapidement possible? Je pense que pour vous, les gars, et pour nous, hein, en fait, nous, on est des logisticiens, c'est une opportunité. Parce que maintenant, avant, les gens vont voir la logistique comme une charge. Aujourd'hui, ils vont voir la logistique comme une opportunité. Donc, il faut juste que ces gens-là comprennent que la logistique, c'est une opportunité. C'est une opportunité de création de valeur, c'est une opportunité d'optimisation de coûts et non pas une charge. Donc, si ce mindset-là va changer chez tous les dirigeants des petites, moyennes, grandes entreprises, naturellement, ils sont censés créer beaucoup d'offres d'emploi pour recruter des talents qui pensent supply chain et qui pensent agilité. Donc comment je peux les conseiller? C'est sécuriser leurs équipes, safety first, comme on dit. Ne pas chercher à gratter un dirham par-ci par-là sur les masques, sur les gels, les désinfectations. Ça, c'est des dépenses qui sont hyper utiles et importantes. C'est un devoir moral avant tout aussi. Et comprendre que la logistique, c'est pas une charge. Et que maintenant, avant, on parlait production. Vous allez voir que maintenant, on va parler logistique. Et la production fera partie de la logistique, sachant qu'avant, la logistique faisait partie de la production. Donc c'est juste un temps de prise de conscience que la logistique aujourd'hui, c'est une chance, une opportunité. Merci. Alors là, on a une question très intéressante de la part de Nabil Hilali. Quelle est la part de nouveaux clients qui découvrent pour la première fois le e-commerce? Vous avez un élément de comparaison avant Covid et après Covid. Est-ce que vous disposez d'un pourcentage? Clairement, je ne peux pas donner un chiffre parce qu'on n'est pas à la course de est-ce qu'on va acquérir des clients ou quoi. Nous, ce qu'on est là, on a compris notre rôle différemment. On a dit on a un rôle national, on a un devoir pour fournir des gens. Moi, je parle du cas de mes parents, ils sont âgés. Je suis content de leur livrer ce qu'ils ont besoin via un de mes livreurs. Je sais qu'il ne sera jamais en contact avec eux et ils ne vont pas sortir chez eux, vu qu'ils font partie de la tranche d'âge qui peut être la plus touchée par le Covid-19. Donc, moi, je l'ai vu de ce sorte-là. Je me dis, au plus de personnes que je peux mettre en sécurité, c'est un atout pour nous. Ça, c'est la première des choses. Mais il y a aussi ce qu'on est en train de se dire, c'est on doit donner la meilleure expérience pour les gens qui sont venus vers Jumia par une nécessité, pas par une envie. Et le but, c'est que ces gens-là, je les garde dans mon portefeuille client et qu'ils puissent, après le Covid, garder Jumia comme référence parce que Jumia était là pour eux et on veut les satisfaire tout au long de leur vie et que Jumia, vous pouvez le remarquer, on ne vend pas que des téléphones ou des t-shirts, mais aujourd'hui, on a tout ce qu'on a besoin chez soi, qu'on peut aussi trouver sur Jumia. Donc voilà, donc on n'est pas dans la course de quel chiffre on a fait, on est dans de faire ce qu'on a à faire, comme d'autres e-commerçants font. On n'est pas les seuls à le faire.
Donc, on a beaucoup de chance à pouvoir le faire, une fierté à le faire. Et aussi, il faut s'assurer de leur donner une bonne expérience et que cette expérience fait que s'améliorer à fur et à mesure. Et voilà, donc non, il n'y a pas la course aux chiffres, la vérité. Khalid, bonjour. Je tiens à remercier M. Amr Almir et M. Mohsin Ben Mzouara. Donc, on vous rend les remerciements pour votre présence. Merci beaucoup. Et la dernière question, c'est de la part de M. Harizi. Comment peut-on anticiper la reconfiguration future des plateformes logistiques au Maroc comme levier de développement? Alors, si vous permettez, excellente question. J'aurais beaucoup à dire là-dessus. 2 secondes, smahli. Je ne veux pas citer, mais j'ai reçu des gens de la MDL pour qu'ils m'ont questionné sur un questionnaire. On est en train de créer des plateformes logistiques, blablabla, combien de mètres carrés tu veux, etc. Et j'ai compris une chose. J'ai fait beaucoup de conférences aussi, j'ai fait des salons et tout. Et je pense ce qui va se passer ici, c'est qu'il est temps qu'on arrête la logistique de rue où les gens stockent des produits dans les caves, dans des habitations. Il est temps qu'on puisse disposer des vraies plateformes, des zones d'activité orientées logistiques avec des plateformes logistiques, avec des quais, avec des locaux sociaux. Pourquoi j'ai parlé de la MDL? Parce que là, ils me vendent du mètre carré, mais ils ne me vendent pas les locaux sociaux. Moi, je leur dis, moi, je fais une activité e-commerce. Moi, je vais embaucher sur ce site, en 3 sheets, je vais faire travailler, un exemple, 500 personnes. Mais ces 500 personnes, est-ce que vous avez prévu pour eux un vestiaire suffisant pour les 500 personnes, un espace cantine pour que ces gens-là puissent manger? Est-ce que vous avez prévu un nombre, excusez-moi le mot les gars, un nombre de toilettes suffisant pour 500 personnes? Tu me fais un bâtiment à 15 000 mètres carrés et tu mets 2 toilettes. Et à un moment donné, il faut arrêter. Donc je pense que, vu que la question, elle est top, si on veut réussir le virage, il faut qu'on pense que déjà, il y a 2 actions. On sort la logistique des rues. On sort la logistique de Darba, Omar, tout ça. Ça, c'est une charge, ce n'est pas une opportunité. Et on crée des pôles comme des coopératives logistiques pour moderniser la logistique qui sont au service de toute personne propriétaire de la marchandise. Ça, c'est la première bataille pour moi qu'il faut prendre. Sortir la logistique des villes et la mettre dans les zones où on peut travailler logistique. Et en 2, avoir des vraies plateformes logistiques avec une pensée logistique et pas des plateformes dites logistiques avec une pensée production. Pour moi, c'est les 2 choses qui doivent changer pour accélérer ce virage et développer plus cette logistique moderne. Exactement, et je rajouterais d'autant plus avec le Covid-19. Maintenant, je reprends le terme employé par Mohsin, la logistique de la rue, ce que j'appelle moi le black, parce qu'en fait, ce sont des transactions qui se passent en black et on n'a aucune traçabilité des flux et on va entasser des produits dans des hangars à Darb Omar, Bijdia, etc. pour en fait voilà, se couvrir contre pour ne pas payer d'impôts, etc. Donc, c'est le marché informel. Peut-être qu'après le Covid-19, on va en fait lancer des alarmes pour accompagner le commerce informel et le convertir vers le formel. Et pour cela, il faut vraiment un accompagnement, soit à travers l'agrégation, donc si Mohsin l'a évoqué tout à l'heure, il faut qu'il se regroupe, mais il faut un leader qui va en fait agréger ces petits commerçants et passer d'une logistique traditionnelle à une logistique qui est moderne. Et peut-être également le Covid-19, ça va être un accélérateur pour la mise en place ou bien pour l'accélération de la stratégie logistique au Maroc. En fait, moi, je suis l'implémentation de cette stratégie et ce qu'on regarde dans la presse professionnelle, c'est qu'aujourd'hui, on a identifié le foncier. Mais il faut des investisseurs. Et maintenant, quand on va faire la reconfiguration des supply chains internationales, si les donneurs d'ordre en Europe souhaitent délocaliser au Maroc pour sécuriser les flux logistiques et réduire les lead times, au lieu de subir 3 mois de transport maritime
de la Chine vers l'Europe, pourquoi ne pas investir au Maroc? Et pour cela, on doit faire appel à des prestataires de services logistiques. Parce que quand un constructeur débarque au Maroc, il va faire débarquer avec lui tout un écosystème. Il va faire débarquer avec lui des équipementiers, rang 1, rang 2, et également des prestataires de services logistiques qui vont faire l'approvisionnement et qui vont faire également l'exportation. Et on doit impérativement se doter de plateformes logistiques qui répondent aux standards internationaux. Donc, oui, là également, on peut se poser la question, est-ce que le Covid-19 va être un accélérateur pour la mise en place de la stratégie logistique au Maroc? Donc, voilà, il est 17h57. Je vais faire un récap rapidement avant de vous libérer. Il reste qu'une heure et 15 minutes pour le store. Donc, le premier enseignement qu'on pourrait tirer, c'est que la supply chain, c'est comme on dit, c'est la colonne vertébrale des entreprises industrielles et de distribution. Premier enseignement, la supply chain est très importante. Donc, les managers et les patrons des entreprises marocaines doivent en fait moderniser leur supply chain. Et moderniser la supply chain, ça ne veut pas dire se prémunir contre les aléas. On est dans un monde de VUCA, il y a toujours des aléas, donc il faut mettre en place un dispositif de management des risques pour pouvoir assurer la continuité des flux tout au long de la supply chain. Et on a reçu beaucoup de questions qui interrogent l'utilité du stock. Est-ce que le stock, c'est un coût? Il faut l'éviter. Si on l'évite, s'il y a une perturbation, donc on va bloquer la supply chain et finalement, on ne va pas livrer le client. Ou bien le stock, c'est de la valeur. Donc, il vaut mieux dépenser de l'argent dans le stock, mais comme ça, on va pouvoir en fait répondre aux demandes des clients. Alors, en fait, il faut faire un arbitrage. Si on prend une voiture avec des milliers de composants, impossible de constituer un stock pour des milliers de composants. Dans ce cas, on aura besoin de milliers de mètres carrés dans des plateformes logistiques pour stocker ces composants. Mais quels composants faut stocker? Donc, peut-être que le stock a de la valeur, mais pas pour tous les composants. On doit identifier uniquement les composants critiques. Par exemple, les composants qui proviennent des fournisseurs qui sont implantés à des 10 000 kilomètres de l'usine. Peut-être qu'on va constituer un stock uniquement pour des produits qui se vendent le plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une opportunité du marché. Oui, le stock, c'est de la valeur, mais quelle catégorie de produits, quelle catégorie de composants il faut identifier, et c'est pour ces catégories-là qui sont critiques où il faut mettre du stock. Donc, à la fin de la conférence, donc, on a discuté de la reconfiguration des supply chains, quelle place pour le Maroc pour profiter, en fait, pour tirer profit de cette transformation qui va s'opérer dans les mois à venir. Je pense personnellement que le Maroc peut tirer profit du Covid-19 pour drainer plus d'investissements et pour accélérer la stratégie industrielle du Maroc et également pour la stratégie logistique marocaine. On a du foncier, donc maintenant il faut juste capter des investisseurs pour pouvoir en fait construire des plateformes logistiques. Voilà, je vous remercie énormément de votre présence. Donc, je vous donne rendez-vous le lundi 4 mai à 16h30 pour la 6e conférence SK École de Management dans le cadre du cycle des essentiels du management intitulée Entrepreneuriat et innovation, réflexion pour une sortie de crise pour un Maroc durable et inclusif. Merci Mohsin Benzouera de cette expérience très riche de Jumia. C'est une vraie étude de cas. Donc, je vous remercie énormément de votre présence. Chère audience, donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence. Ma'assalama, portez-vous bien et à la prochaine. Merci, Amr.